Avoir la Gaule, c'est important. La preuve, même César s'est battu pour l'avoir. Mais je dois vous avouer qu'en tant que fan d'anime, passer 12 épisodes, soit environ un total de 300 minutes, ce qui, pour que vous vous rendiez bien compte quand même, représente une durée totale de 5 heures à caler dans mon emploi du temps surchargé de youtubeur, pour découvrir un héros qui, par le passé, nous avait habitués à vivre des aventures de dingue, à nous offrir des combats de folie, à nous partager des rencontres vraiment marquantes et même à nous émerveiller au vu de son évolution progressive d'épisode en épisode, pour au final être réduit à une sorte de Dark Maul. Ah bah je vous avoue que même si j'avais passé un moment plutôt sympathique devant cette première partie de la saison 2, ma hype concernant la suite de l'histoire de Mushoku Tensei était devenue quelque peu palpable, hein. Mais c'est justement en vous partageant mon avis que vous m'avez fait comprendre plusieurs choses. Dans un premier temps, vous m'avez fait comprendre que les fans d'anime utilisaient toujours le même argument pour tenter de convaincre leur point, comme si c'était THE argument. T'es pas prêt notre jutsu? Ouah, quelle puissance inouïe! Je ne peux que regarder l'anime avec un tel argument. Mais vous m'avez surtout rappelé que Mushoku Tensei, c'était avant tout ce genre d'anime qui attribuait une véritable importance à l'élaboration de son univers, et que même si parfois il mettait en scène des intrigues un peu molles, il gardait tout de même à l'esprit de constamment jouer avec nos émotions. Qu'en dehors de son aventure unique vécue dans la saison 1, la deuxième saison avait montré sa véritable ambition d'accorder une grande importance à l'élaboration d'un monde solide, mais surtout au développement approfondi des personnages qui, de ce fait, parvenaient tous à être extrêmement impactants sur l'histoire, mais aussi sur notre visionnage. Oui, qu'on ait aimé ou non cette première partie de la saison 2 de Mushoku Tensei, on peut pas nier que l'anime avait réellement à cœur de continuer à transmettre le principal sentiment qu'on a tous ressenti à un moment ou à un autre en regardant l'anime, la satisfaction. Et que même si de nos jours, à chaque fois qu'un isekai sort, la plupart des réactions se résument à... Bah, c'est jamais vraiment le cas pour Mushoku Tensei en fait, bien au contraire même. Et donc, c'est en ayant de nouveau ces qualités en tête qui me plaisent tant chez Mushoku Tensei que je me suis dit que j'allais laisser une chance à cette deuxième partie, me laissant ainsi de nouveau envahir par ce fameux sentiment de satisfaction qui caractérise si bien l'œuvre. Du coup, je vous ai écouté et je me suis lancé la deuxième saison. Et là... Et comme si c'était pas assez, ce fameux épisode qui m'a rendu dépressif est sorti pile le jour de la fête des pères. La fête des pères. Et si vous avez regardé ma vidéo sur Frieren, vous savez exactement où j'étais le jour de la fête des pères. Et j'étais pas prêt. Bref, aujourd'hui, faut que je vous parle de Mushoku Tensei. Mushoku Tensei donc qui vient tout juste de terminer sa partie 2. Enfin, ça fait un mois maintenant quand même, mais pour le bien des stats de cette vidéo, on n'en tiendra pas rigueur. Et même si la première partie avait pas mal fait jaser en termes d'intrigue, on peut dire que ce second cours était plutôt très attendu. Ouais, parce qu'après 12 épisodes de dépression intense, la première partie se terminait sur la guérison de Rudeus, qui, après avoir enfin réussi à passer une nuit torride avec Sylphie grâce à la mixture que cette dernière lui a offert, et qui était principalement composée de... Bandamore, le premier médicament conçu pour les hommes victimes du bambou pendant. D'ailleurs, merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Non, je déconne. A finalement pu retrouver l'usage de sa baïonnette. Et ça, visiblement, comme nous le montre le premier épisode de cette partie 2, bah ça lui a permis d'en finir avec sa dépression. Puisque, en réalité, il a pas seulement récupéré l'usage de son popol. Non, il a également récupéré son sourire ravageur, il a également récupéré sa confiance en lui, et il a même récupéré le morceau de drap sur lequel Sylphie avait laissé un peu de sang pour le stocker dans son coffre des horreurs. J'arrive pas à savoir si c'est Rudeus qui est profondément abject ou si c'est le mec qui a écrit cette histoire qu'il est primordial d'interner. Du coup, forcément, en prenant en compte la guérison de Rudeus et les nombreux arguments de tous ceux qui connaissent déjà la suite de l'histoire, bah cette saison, on la commence avec un seul mot en tête. L'aventure. Bah ouais, tu te dis que si Rudeus n'a plus de frein pour repartir à l'aventure, alors sa quête principale de retrouver sa mère va pouvoir enfin reprendre. Sauf que... non, en fait. Enfin, si, mais pas tout de suite. Oh, ça va, vous avez bien attendu 12 épisodes pour le voir bander, vous pouvez bien en attendre 6 de plus pour le voir repartir à l'aventure, hein. Ouais, parce que quand on regarde bien, cette deuxième partie n'est pas foncièrement différente de la première en soi. On retrouve certes un Rudeus guéri, mais surtout un Rudeus qui n'a que pour ambition de se construire une vie paisible avec ceux qu'il aime. Rien d'autre. Ses intentions sont claires dès le départ en fait. Il sait qu'il devrait repartir à la recherche de sa famille, mais son désir de vivre la vie dont il a toujours voulu est plus fort que tout. Il se met donc en tête d'épouser Sylphie envers qui il se sent redevable afin de... d'après ses propres dires, lui jurer fidélité. Mais quel esprit crédule va croire ça? Attendez. Je mets cette enveloppe de côté pour plus tard.
On le voit se donner à fond pour rénover une maison afin d'y vivre paisiblement avec sa nouvelle épouse. On est même témoin de la consommation du fruit de leur amour, notamment en voyant Sylphie se faire mettre en cloque. Bref, au final, on se rend très vite compte qu'on est toujours dans une sorte de slice of life où rien de vraiment concret ne se passe en fin de compte. Si ce n'est bien sûr le désintérêt progressif de nombreux fans. Et pourtant, si on analyse bien le déroulement des événements de cette saison, on se rend très vite compte que tout ça n'est qu'une façade en fait. Et qu'au final, cette deuxième partie est sans aucun doute la plus lourde de sens et la plus impactante scénaristiquement parlant qui soit. Et pour vous prouver mes dires, dans cette vidéo, on va procéder d'une manière différente que dans les autres vidéos. Ce que je veux dire, c'est que pour une fois, je vais être obligé de détailler épisode par épisode afin de vous faire prendre conscience le pourquoi j'estime que Mushoku Tensei est un animé avec un potentiel totalement inouï. Et une fois que j'aurai expliqué toutes les qualités de cette saison, je finirai par vous expliquer pourquoi cette saison a absolument tout gâché. Même si je pense que vous avez une petite idée, hein. Bon, alors ça va donner une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais croyez-moi, ce procédé est vraiment nécessaire pour que vous compreniez bien un peu mon ressenti vis-à-vis de cette partie 2. Bon, après, vous en faites pas, hein, je vais me limiter. Loin de moi l'envie de faire une nouvelle vidéo d'1 heure. Surtout que quand je fais une vidéo d'1 heure, je finis comme ça. C'est pas vrai. C'est Maugreffe au l'œil. L'épisode 1 commence alors avec Rudeus qui, accompagné de Zanoba et Cliff, partent visiter une maison dans le but de la rénover afin que Sylphie et lui puissent y vivre en paix. Mais bordel, je peux savoir ce que t'as pas compris dans le mot rénover? Bon, alors, techniquement, à première vue, on pourrait tout à fait penser que cet achat n'a pas plus d'intérêt que de servir de nid d'amour pour Rudeus et Sylphie, nous permettant d'avoir par la suite quelques scènes romantiques histoire de nous attendrir un peu et de nous offrir une grande satisfaction après avoir passé 12 épisodes à attendre que Rudeus la reconnaisse alors qu'elle ne portait que des lunettes, hein, on le rappelle. Un bon déguisement, ça fait tout. Bordel, mais vous êtes qui? Mais avec du recul, on se rend compte que cet achat, il représente bien plus que ça pour Rudeus en fait. Dès le premier épisode, dès les premières minutes, l'anime nous fait comprendre que Rudeus a changé et qu'il n'est plus le mec solitaire égoïste qu'il était. L'achat de cette maison montre dans un premier temps que contrairement à la première partie, Rudeus a retrouvé sa folie des grandeurs, mais ça nous montre également qu'il est finalement prêt à adopter un mode de vie stable, responsable et surtout qu'il est prêt à s'engager avec Sylphie. Pour la première fois de ses deux vies, il trouve enfin une raison de se poser et d'envisager un futur avec une femme qu'il aime, un futur qui pourrait enfin lui octroyer le bonheur après lequel il a tant couru. Et c'est là qu'on se rend compte que la symbolique de la rénovation de la maison est bien plus profonde qu'il n'y paraît en fait, puisque en réalité, elle cible la reconstruction de Rudeus lui-même. Quand on regarde bien, c'est comme s'il reconstruisait sa propre vie en même temps qu'il retapait sa maison. Et après tout, comme le disaient nos ancêtres, pour soigner une dépression, rien de tel que de construire une maison. Oui, j'ai du sang portugais. Bon alors, bien sûr, l'achat de la maison n'est qu'une infime partie de l'évolution de Rudeus, puisque par la suite vient l'un des changements majeurs de sa vie, son mariage. Bon, normalement, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails, hein. Quand vous avez un héros absolument abject depuis le début, dont la principale source cérébrale se trouve dans son caleçon et qui, en plus de ça, est issu du jus de burn d'un trou duc qui ne pense qu'à sauter tout ce qui bouge, être réellement déterminé à se marier, c'est qu'il a changé, ou que le mariage est voué à l'échec. Du coup, oui, rien qu'avec ces deux premiers épisodes, l'anime te montre clairement sa volonté d'avancer, sa volonté de montrer que l'ancien Rudeus est mort, et qu'à partir de maintenant, on entame une véritable phase de maturité, dans laquelle chaque épisode sera un pas en avant vers un nouveau Rudeus. Et ça, normalement, ça aurait dû être l'élément le plus révélateur de ce début de saison, l'élément primordial à retenir. Ouais. Alors, je sais pas du tout pourquoi certains d'entre vous ont autant été obsédés par l'âge de Rudeus au moment de se marier, mais vu que ça a vraiment l'air de vous intriguer, écoutez, faisons une petite parenthèse pour en parler 2 minutes. Alors oui, Rudeus est jeune, du moins physiquement. Ouais, parce que en vrai, peut-on vraiment dissocier le vieux Rudeus du jeune Rudeus Moi je pense pas, hein. En vrai, y a juste son enveloppe charnelle qui a changé. Au fond, c'est toujours le même mec, avec les mêmes souvenirs, les mêmes pensées. Faut pas oublier que Rudeus reste profondément marqué par sa vie sur Terre, et c'est justement sur cette première vie vécue sur Terre qu'il se base pour influencer les choix qu'il fait dans sa nouvelle vie. Du coup, oui, physiquement, il est jeune, mais au final, si on additionne ces deux vies vécues jusque-là, faut savoir qu'il a presque 50 ans en fait. Soit une différence d'âge avec Sylphie d'environ... Bon alors, je vais pas rentrer dans les détails du mariage plus que ça parce que j'ai encore une dizaine d'épisodes à analyser, mais la suite s'enchaîne plutôt vite. La cérémonie du mariage est toute mignonne. Elle nous révèle un vrai amour qui subsiste entre les deux et non pas simplement un sentiment de reconnaissance de la part de Rudeus, ce dont j'avais peur au départ pour ne rien vous cacher. Elle nous offre aussi une romance extrêmement satisfaisante, mais surtout hyper impactante émotionnellement parlant. On découvre également des interactions très plaisantes entre divers personnages qu'on apprécie fortement. On nous offre aussi des révélations inattendues, comme le fait que Elina Lise, l'elfe libertin aux atouts multiples, est en fait la grand-mère de Sylphie. Ça c'est la grand-mère qui vit à côté de chez moi. On n'a pas tous la même chance. Tu dis ça parce qu'elle est toute fripée? Non, parce qu'elle est pas libertine.
Alors, je le redis, mais ces 2 premiers épisodes ont été accueillis de manière très partagée. Au tout début de la saison, il y en a beaucoup qui ont commencé à lâcher un peu l'animé parce que ils estimaient les 2 premiers épisodes un peu trop slice of life à leur goût. Et en vrai, je peux comprendre. Mais vous voyez, ces 2 premiers épisodes étaient, selon moi, clairement nécessaires en fait. Tout au long de sa vie, Rudeus a enchaîné les erreurs. Rudeus a enchaîné les déceptions. À de nombreuses reprises, il a voulu tout abandonner et même en finir avec ce qui le dégoûtait plus que tout au monde, lui-même. Et pourtant, aujourd'hui, il est marié, il est aimé, il est même heureux au final. Et du coup, rien qu'en 2 petits épisodes, l'animé nous a montré que qu'importe les épreuves que la vie nous fait subir, il y a toujours de l'espoir. Et cet espoir, il est certes superbement bien caractérisé par la réussite de Rudeus, mais il est surtout magnifiquement caractérisé dans l'épisode 3 par le personnage de Nanaoshi. Oh, t'es mal la bête de transition. Ouais, enfin, t'as tout gâché, connard. Alors, ce 3e épisode sort un peu des sentiers battus, puisque ici, il n'est pas question de s'attarder une fois de plus sur l'histoire de Rudeus, mais plutôt de montrer que malgré son bonheur tout fraîchement obtenu, le monde autour de lui continue de tourner. Les personnages secondaires qu'on ne voit pas toujours à l'écran continuent de vivre, de se découvrir, de se faire troncher, mais aussi et surtout d'évoluer. C'est le cas justement de Nanaoshi, qui depuis son apparition dans la partie 1, sombre de plus en plus dans le désespoir à l'idée de ne jamais pouvoir rentrer chez elle. Alors pour moi, l'un des meilleurs moments de cette partie 2 réside dans cet épisode. Oui, suivre l'évolution de Rudeus, c'est passionnant, mais s'apercevoir qu'il n'est pas le centre de l'univers malgré que ce soit son histoire, c'est tout bonnement incroyable en fait. Ce que je veux dire, c'est que Nanaoshi n'est pas le personnage principal de l'animé, et pourtant, sa quête, ses émotions et sa détresse sont traitées avec une importance telle qu'il est impossible de ne pas les prendre en considération. Chaque petit détail nous montre que sa dépression est réellement sérieuse, comme le fait par exemple que le seul objet retrouvé sur elle soit une dague. Dois-je vous rappeler que la dernière personne qu'on a vue avec une dague en sa possession était Rudeus lui-même, qui, après cette tentative de suicide désespéré, a mis 13 épisodes pour aller mieux? Non, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Et vous voyez, c'est pour ce genre d'épisode que je persiste à dire que Mushoku Tensei est l'un des animés les plus sensationnels qui soit, parce qu'il n'oublie jamais ce qu'il nous a fait vivre depuis le tout début de l'aventure, et s'efforce constamment d'utiliser les événements et les leçons passées pour tenter de résoudre les obstacles du présent. Rudeus comprend parfaitement la souffrance de Nanaoshi, non seulement parce qu'ils viennent du même monde, certes, mais aussi et surtout parce qu'il a vécu la même chose. Et ce qui l'a sauvé, c'est certes la potion de Sylphie principalement composée de Bandamore, le premier médicament conçu pour les hommes victimes du bambou pendant. Ah bah excusez-moi, mais j'ai eu tellement l'air d'un con en achetant ça au magasin qu'il faut bien que je le rentabilise. mais c'est aussi et surtout les mains que les gens lui ont tendues lorsque lui-même était à terre. Alors, certains ont vu l'entraide soudaine envers Nanaoshi comme un cliché absurde du pouvoir de l'amitié. Mais en vrai, pas du tout. Il s'agit juste d'une résultante de l'impact qu'a eu Rudeus sur la vie de chacun des personnages secondaires. Prenez par exemple Zanoba et Cliff. L'aide qu'ils apportent à Nanaoshi n'est pas juste par amitié envers Rudeus, c'est bien plus que ça en fait. Zanoba, grâce à ce problème, a enfin pu se sentir utile, un sentiment qui le rongeait depuis très longtemps comme il l'avait mentionné après avoir trouvé le pantin dans la maison de Rudeus. Et Cliff, quant à lui, il a enfin pu travailler sur un projet qui élargit ses horizons, un projet dans lequel il peut réaliser quelque chose qui l'inspire dans son propre domaine. Et du coup, c'est précisément à cet instant que Zanoba, Cliff et Nanaoshi ont cessé d'être juste des amis de Rudeus et ont commencé à devenir de vrais personnages impactants, permettant ainsi d'être la seule et unique véritable source d'espoir de Nanaoshi. Ok, donc 2 ans sur les portails d'invocation, tout ça pour amener des petites bouteilles en plastique. Heureusement que c'est moi le personnage principal, hein. T'as mis 3 ans pour pouvoir reborder, je te rappelle. Bon, alors en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que cet épisode avait été l'un des plus appréciés de toute cette deuxième partie. Et en vrai, c'est plutôt logique, puisque comme dit plus tôt, cet épisode n'a pas servi qu'à résoudre un problème qui persistait depuis pas mal de temps maintenant, mais plutôt à approfondir vraiment les personnages, et surtout permettre à Rudeus de cerner un peu mieux les désirs et les émotions de ceux qui l'entourent au quotidien. Et alors, à ce moment, on pourrait totalement se dire que Rudeus a suffisamment grandi et pris en maturité pour pouvoir enfin repartir à l'aventure. Sauf que... non, pas encore. Ouais, dans l'épisode 4, ce sont les sœurs de Rudeus qu'on voit débarquer chez lui, vu que leur daron part sauver leur mère. 2 personnages qu'on n'avait pas vus depuis au moins... Oui, c'est une unité de mesure temporelle tout à fait existante. Et là encore, Mushoku Tensei nous montre que le temps a un impact considérable sur son histoire. Parce que bien que nous ne les ayons pas vus depuis un moment, Norn et Aisha ont grandement changé depuis leur dernière apparition. Bon alors Aisha, j'ai pas grand chose à dire sur elle, Elle fait la vaisselle, elle fait le ménage, elle fait la cuisine. Bref, comme sa mère, c'est devenu une parfaite petite femme de ménage. Alors, excusez-moi, mais je préfère bien insister sur ce dernier mot, Ah, il y a des carrières qui se sont jouées sur moins que ça. De son côté, Norn, c'est plus compliqué. Ouais, parce que elle est envoyée chez son frère avec qui, je vous le rappelle, sa toute première rencontre s'était passée comme ça. Ah, c'est donc toi ma petite sœur alors? Attends, bouge pas, je finis de latter la gueule à papa et je vais te faire une petite bise. En
Encore une qui fera des TikTok avec le hashtag Big Brother Trauma. Et du coup, l'idée d'être associé à un monstre comme Rudeus, bah ça la dégoûte un peu. Sauf que, Rudeus étant le mage le plus puissant qui soit, toute l'école va alors comparer Norn à son frère, la forçant ainsi à s'isoler et à filtrer toute interaction sociale pour éviter toute menace potentielle à son bien-être mental. Cet épisode est sponsorisé par NordVPN. Et le fait que cet épisode arrive pile avant l'annonce de la grossesse de Sylphie, bah en vrai, j'ai trouvé que c'était du génie pour être honnête. Parce que à partir du moment où Norn et Aisha arrivent chez Rudeus, l'animé prend à cœur de développer un point extrêmement important jusqu'alors très peu évoqué, celui de la parentalité. Même s'il n'est que leur frère, Rudeus a un rôle majeur à jouer dans l'intégration de Norn et Aisha au sein de son foyer. Malgré le comportement difficile de Norn à son égard, Rudeus fait tout son possible pour que ses deux sœurs se sentent le mieux possible. Mais le truc c'est que, comme tout parent, il se retrouve vite à faire un problème d'équité. Bah ouais, parce que très vite, Rudeus promet qu'il décidera du sort de ses sœurs en fonction de leurs résultats scolaires. Si Aisha parvient à avoir de bonnes notes, alors elle pourra s'abstenir d'aller à l'école, et si Norn obtient de bonnes notes, alors elle pourra aller en internat, comme elle le voulait. Sauf que, bon, Aisha, pas de soucis, hein, elle réussit très bien ses examens, mais Norn, elle, c'est plus compliqué. Elle obtient des résultats en dessous de la moyenne. Et donc, si tu veux que ta sœur te voit différemment d'un monstre, vaut mieux la brosser dans le sens du poil, hein. Qu'importe ce qui était convenu auparavant. Et ça, Rudeus le sait. C'est pourquoi, malgré les résultats de Norn, il accepte les demandes des deux filles. Ce que Aisha trouve injuste, hein, soit dit en passant. Bah ouais, parce qu'elle se dit que si elle pouvait obtenir ce qu'elle voulait sans faire d'efforts, à quoi bon essayer? Même si Aisha a raison, Rudeus lui explique qu'il fait ce qu'il pense être le mieux pour elles deux. Mais en vrai, faut avouer que la façon dont il gère cette situation extrêmement délicate, disons-le, ça pourrait avoir de grandes répercussions sur l'histoire entière de l'animé en fait. Bah ouais, parce que accepter simplement les demandes de Norn pourrait avoir l'impression qu'il la favorise juste parce qu'ils sont de la même famille. Ce qui ferait que Aisha se sentirait mise à l'écart et donc moins importante. Et c'est là toute la subtilité de cet épisode en fait. Agir dans l'intérêt de tous. Prendre les bonnes décisions pour ne mettre personne à l'écart. Agir en gardant à l'esprit la demande initiale de Paul. Protéger ses deux sœurs. Et c'est pour ça que j'ai particulièrement aimé cet épisode, parce que, sans le savoir, il allait forger Rudeus à devenir ce qui l'attendait dans le prochain épisode. Un père. Prendre soin de ses enfants, comme un père le ferait. Partir dans une colère noire à la simple pensée que l'un de ses enfants serait persécuté, comme un père le ferait. Consoler, écouter et être présent pour sa fille, comme un père le ferait. Et du coup, c'est à ce moment précis, au moment où Rudeus parvient à renouer avec sa sœur, que vous comprenez que tous ces épisodes un peu basés slice of life qu'on vient de vivre dans cette saison étaient purement nécessaires. Parce que au final, c'est après tous ces divers événements vécus dans le début de cette deuxième partie que Rudeus finit un cycle, une sorte de rite qui l'a amené sur la voie de la maturité, et qui l'a finalement préparé aux événements futurs qui arriveront dans sa vie. Désormais, il est heureux, en paix avec lui-même, et prêt à fonder sa propre famille avec Sylphie. Sauf que Mushoku Tensei, c'est une sorte de montagne russe, et que de ce fait, il est impossible que ça se passe bien tout le temps. Ouais, parce que c'est à ce moment précis, ce moment où Rudeus pense que tout va aller mieux à partir de maintenant, que l'animé nous fait du grand Mushoku Tensei. Rudeus reçoit une deuxième lettre, cette fois beaucoup plus dramatique. Zénith en danger, sauvetage compromis. Envoyez de l'aide immédiatement. Rudeus est devenu un frère. Rudeus est devenu un mari, Rudeus est même devenu un père, mais malgré tout, Rudeus reste un fils. Et en tant que tel, l'animé le confronte à ce que tout être vivant redoute dans sa vie, un choix. Choisir sa femme et son fils ou choisir sa famille? Choisir d'en sauver un en sacrifiant l'autre? Choisir un destin qui, peu importe la décision, provoquera une catastrophe inévitable. Même le choix de fin de Life is Strange, il n'était pas aussi difficile. Bon alors pour Rudeus, le choix est tout fait. Il veut rester auprès de Sylphie. En même temps, sa famille ne représente pas grand chose pour lui. Un père qui n'a jamais vraiment été présent dans sa vie, une sœur avec qui il vient tout juste de créer de véritables liens fraternels, et Zénith, une mère dont le seul souvenir impactant se résume à cette vision lors de sa naissance. Sauf que Rudeus, il est très vite confronté à la réalité, lorsque Norn l'insulte de lâche. Lui qui a mis tant d'efforts à devenir une personne respectable, ne supporte plus l'idée d'être considéré comme un lâche, un adjectif qui ne l'a que trop bien caractérisé durant l'entièreté de sa vie passée sur Terre. Et par conséquent, décide de laisser tout ce qu'il a construit derrière lui et de repartir, pour la première fois depuis le départ d'Eris, à l'aventure. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails en fait. Non seulement parce que la suite, vous la connaissez déjà, mais aussi parce que les épisodes qui suivent sont juste sensationnels. Rudeus et Elinalise partent afin de venir en aide à Paul, on redécouvre les joies de l'aventure ainsi que la beauté du monde de Mushoku Tensei, on fait des retrouvailles extrêmement satisfaisantes, on redécouvre la définition du mot action, un mot qu'on n'avait pas utilisé depuis un petit moment maintenant, on sent même la tension des épisodes parce que on sait que dans Mushoku Tensei rien n'est jamais tout beau tout rose, et puis, vient l'épisode fatidique. Cette mort, elle nous a tous impactés. Ouais, personne n'y était réellement préparé. Bon,
alors, on savait qu'à défaut d'aller faire caca chez Paul, là ce serait plutôt Paul qui finirait par se retrouver dans la merde. Mais on était loin de se douter que cette quête de sauvetage prendrait une tournure aussi dramatique. Mais au final, c'est pas cette mort qui m'a le plus impacté personnellement. Non, ce qui m'a vraiment marqué lors de cet épisode, c'est que le premier à être réellement choqué par cette tragédie, bah c'était Rudeus au final. Ouais, parce que au final, cet épisode te fait comprendre que bien que tout au long de l'animé, Rudeus n'ait jamais montré une quelconque réelle compassion envers sa famille, bah il reste tout de même très attaché envers eux. Faut savoir que Rudeus a tout vécu, la solitude, les moqueries, la douleur que peut provoquer l'attachement, la dépression, mais il n'a jamais subi le deuil à proprement parler. Je veux dire, quand il était sur Terre, la mort de ses parents ne l'a jamais impacté. Lorsque Zénith apparaît presque morte devant ses yeux, il admet ne pas être touché plus que ça. Il connaît la douleur de perdre quelqu'un puisqu'il a dû se séparer de Eris, mais il ne connaît pas la douleur de devoir dire adieu. Et c'est donc avec la mort de Paul que Rudeus termine son parcours initiatique, son rite de passage vers l'acceptation de son destin, devenir un père capable de donner sa vie pour son enfant, devenir un père capable de donner son dernier souffle, le sourire aux lèvres de voir son enfant sain et sauf. Voilà pourquoi j'aime Mushoku Tensei, parce qu'il provoque des émotions totalement uniques. Citez-moi un autre animé de fantasy qui traite de l'évolution familiale, du traumatisme et du pardon aussi bien que le fait Mushoku Tensei. Alors, on peut penser ce qu'on veut de l'animé, mais on peut pas nier qu'il est extrêmement rare de voir des histoires aussi profondes et aussi intelligemment écrites que Mushoku Tensei. Bon, alors, bien sûr, le parfait n'existe pas, et cette saison de Mushoku Tensei, elle est bien loin d'être parfaite justement. Certains vous diront qu'il s'agit là de la meilleure saison depuis longtemps, parce que après tout, on a eu de l'action, une hydre gigantesque qui rigole zéro, une mort vraiment marquante et inattendue, et on a même eu le retour de Roxy. Ouais. Enfin, c'est surtout son enveloppe corporelle qui est revenue, hein, parce que sa conscience, je crois, elle a été congelée avec Zénith, c'est pas possible autrement. Non, parce que si on creuse bien, malgré les très nombreuses qualités que j'ai citées plus tôt, et justement le fait que ces qualités ont permis d'agréabiliser totalement mon visionnage et de me rendre compte que Mushoku Tensei, bah c'est vraiment une œuvre sensationnelle, faut avouer que la conception de cette deuxième partie, elle était plutôt catastrophique, on va pas se mentir. Non mais sérieux, rien que le retour de Roxy m'a fait grincer des dents, vous imaginez même pas. Avant, Roxy, c'était ça, la sagesse, l'intelligence, la maturité, la sérénité, et j'en passe. Et aujourd'hui, en à peine une petite seconde de retrouvailles avec Rudeus, elle devient limite plus un légume que Zénith, sans déconner. Elle ne réfléchit plus de manière rationnelle, elle se contente juste de regarder Rudeus en le dévorant des yeux, et honnêtement, faites pas les innocents, dès qu'on a vu Roxy revenir, on a tout de suite compris ce qui allait se passer. Comme dirait un grand philosophe... Ah, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Alors, dois-je vous rappeler que Roxy elle a 50 ans et que Rudeus à ce moment précis il en a 16? À quel moment elle a dérapé au point de devenir un Rudeus bis? Ça n'a aucun putain de sens. C'est comme si une nuit un fanboy de Roxy était arrivé dans les locaux de Toho Animation et qu'il avait juste rajouté son fantasme. Et là, il baise. Et vous voyez, il est là le problème de cette saison en fait. C'est comme si, afin de justifier pleinement les désirs chelous de l'auteur, tout ce qui s'était passé avant la mort de Paul n'avait jamais existé. Bon, alors le fait que Roxy profite d'un moment de faiblesse de Rudeus pour parvenir à ses fins avec lui, même si c'est en totale contradiction avec ce que l'animé nous avait montré d'elle jusqu'à maintenant, honnêtement je peux encore le comprendre en vrai. Après tout, l'une des forces de Mushoku Tensei réside dans le fait que ces personnages sont imparfaits, qu'ils font très souvent des erreurs, ce qui au final tend à les rendre crédibles. Mais faut pas oublier que ce qui fait la force aussi de Mushoku Tensei et de ses personnages, c'est que c'est justement en faisant ces erreurs qu'ils apprennent à devenir meilleurs en tirant des leçons des répercussions que ces erreurs engendrent dans leur vie. Sauf qu'ici, Rudeus qui a mis 3 ans à guérir de sa dépression, grâce à Sylphie, hein, on le rappelle, et sa mixture principalement composée à... Oui, pardon. Il sait pertinemment le mal que ça fait de se faire trahir, et pourtant, il a pas une once d'hésitation. Pire encore, après son geste, il est tout simplement récompensé en obtenant la bénédiction de Sylphie. Ok, donc cette fin de saison vient littéralement de chier sur le développement de Rudeus depuis le premier épisode, juste pour pouvoir intégrer un harem dans son histoire et ainsi ne froisser aucun fanboy de Sylphie, Roxy ou même Eris. Parce que bon, j'ai pas lu le novel, mais je suis certain qu'elle subira le même sort à son retour, hein. Ah bah après tout, choisir entre sa femme ou son père, ça va, mais choisir entre plusieurs waifus, ah bah ça c'est impossible, hein. Jusqu'à maintenant, on a mis en scène un héros beaucoup plus fort que la moyenne. Ouais. On a intégré du bon fanservice de dégénérés avec des filles principalement en sous-âge. Ouais. On a même intégré la typical école de magie qu'on retrouve dans absolument tous les isekai. Ouais. Reste plus qu'à implanter un harem en fait. Ouais. Alors,
je pourrais continuer à lister tous les défauts de cette saison, voire même de l'anime en lui-même, hein, parce que bon, on va être honnête, il y en a énormément. Mais je pense qu'on en est tous conscients, malgré ça, Mushoku Tensei est un animé somptueux. Ce genre d'animé qui te fait ressentir tout un panel d'émotions diversifiées. Un animé qui n'a aucun problème à varier ses visions du monde en te montrant de la beauté, mais aussi beaucoup de laideur, qui par moments te mettront mal à l'aise rien qu'en découvrant certains aspects de son histoire. Mais au fond, je le redis, c'est ça, c'est tout cet ensemble qui rend Mushoku Tensei vraiment très bon. L'animé est une sorte d'expérience que plus de gens devraient vivre et ne pas simplement la juger sur les critiques les plus superficielles. Mais avec du recul, faut être honnête, plus le temps avance, et plus j'ai peur pour l'avenir de Mushoku Tensei. Entre les choix scénaristiques laborieux que l'anime semble prendre, les fans inconditionnels de l'œuvre qui n'ont toujours pas compris que Rudeus est problématique et que son auteur est un grand malade, et qui ont tendance même à faire une sorte de propagande inutile à base de « Je vais vous prouver par A plus B que Rudeus n'est pas un pédophile. » Alors que si, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Rudeus est une sombre merde. Et du coup, ouais, le fait de voir des gens essayer de justifier leur adoration de l'anime en niant la totalité de ses problèmes, ça tend pas à lui rendre justice en fait. Mushoku Tensei, malgré ses nombreux aspects controversés, est une œuvre absolument grandiose. Ce qui la rend exceptionnelle, c'est la profondeur et la richesse de son monde et de son univers. Nier les problèmes qui l'entourent, c'est nier le message principal de l'anime. Chaque coin de ce monde fantastique est imprégné de détails, de culture et d'histoire, offrant une immersion totale aux lecteurs et eux-mêmes aux spectateurs. Les personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, sont incroyablement bien développés, chacun avec ses propres motivations, faiblesses et évolutions. Rudeus en particulier est un protagoniste extrêmement complexe, dont le parcours de rédemption et de croissance personnelle est une aventure unique qui, épisode après épisode, me cause toujours une sorte d'incapacité à juger réellement si je commence à l'apprécier ou si, au contraire, je continue à profondément le détester. La richesse scénaristique de Mushoku Tensei réside dans ses intrigues tissées avec soin, où chaque événement, chaque décision a un poids et des conséquences. Malgré ses défauts, l'œuvre réussit à transmettre des messages puissants sur la résilience, la compassion et l'importance des liens humains. Mushoku Tensei nous rappelle que même dans un monde imparfait, il est possible de trouver la beauté, la croissance et l'espoir. Et c'est pour ça que je l'aime tant. C'est pour ça que j'adore cet animé malgré tout ce qui s'en dit et que j'arrive pas à m'en détacher malgré tous les problèmes qui l'entourent. Mais voilà, je dois vous avouer que plus le temps passe, plus les saisons avancent et plus j'ai l'impression que malgré la richesse de son histoire, des sous-thèmes qu'elle aborde, mais aussi des très grandes qualités qu'elle englobe, elle tend peu à peu à devenir ce qu'elle a toujours combattu. Alors, par pitié, ne gâchez pas cette œuvre en vous fiant au désir des fans. Ne tombez pas dans les clichés exécrables de tous les isekai. Après, je dis ça, mais j'ai plutôt bon espoir pour ne rien vous cacher. Ouais, parce que sachez que la saison 3 a déjà été annoncée et qu'elle adaptera ce que les gens appellent le Turning Point 4. En français, le Turning Point 4. Et quand on va voir un peu les avis concernant ce fameux chapitre, on tombe sur... Bon, ça veut dire que ça va être excellent alors. あの時の